Donc je suis en compagnie de Archie Shepp, qui nous offrira un très beau concert demain. Merci de nous recevoir. Archie, ma première question ce serait: quel message vous avez à travers votre musique, à travers le jazz? Y a-t-il un message précis par rapport à votre musique que vous voulez transmettre aux générations, peut-être les plus jeunes qui viennent vous rencontrer également? Oui, première chose, ma musique, c'est pas jazz, c'est la musique traditionnelle qui vient de la musique traditionnelle aux États-Unis des gens noirs. D'accord. Et en fait, tous mes informants étaient des gens comme Coltrane, Charlie Parker, tous mes maîtres viennent des gens noirs. J'ai pas appris, mais je peux dire que j'ai appris musique classique en lycée. Là, c'est la musique occidentale. Mais la musique de Ellington et Sidney Bechet, je considère la musique noire, qui a bien informé tous les autres. Benny Goodman, tout le monde était informé par ma culture, mes peuples. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous? Oui, avec rap, hip-hop, tout bien de cette ambiance-là. Ouais, c'est ce que j'étais prêt à dire. Est-ce que pour vous, justement, c'est important que les jeunes générations qui écoutent justement ce qu'on disait du hip-hop, du rap, est-ce que c'est important qu'ils écoutent ces tendances de musique qui ont quand même fait grandir des grands artistes? C'est important, mais j'ai mes doutes que ça va continuer cette musique-là, c'est-à-dire jazz. Oui. Dans un sens, c'est remplacé par la musique d'aujourd'hui, plutôt hip-hop, rap. Vous avez peur? Vous avez peur que les gens oublient cette musique afro-américaine? J'ai peur qu'ils vont peut-être oublier, mais je suis pas déçu qu'en fait c'est évolué dans une autre forme. Simplement, on a peur que l'histoire de cette musique, on va perdre. Alors, aux États-Unis, il y a toujours quand même cette petite tension qui existe entre les blancs et les noirs. J'aime pas dire ces couleurs, enfin ces noms-là, c'est des choses que j'aime pas. Mais il reste toujours cette musique qui a transporté toute une génération. Qu'est-ce que vous retenez, vous, tout au long de ces années et encore maintenant par rapport à ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous retenez à traverser toutes ces époques difficiles? Qu'est-ce que vous retenez de tout à travers la musique? Retenez, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous a marqué dans toute votre époque que vous avez traversée avec votre musique? Qu'est-ce que vous souvenez de quoi précisément? Des faits de société, des choses qui vous ont marqué et que votre musique, grâce à votre musique, vous avez gardé une force de caractère? Surtout la musique que j'ai appris de mon père. C'est à cause de lui que j'ai été inspiré à jouer la musique. Il a joué du banjo. C'était en fait mon premier instrument. Et il a chanté le blues. Et c'est important parce que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui jouent le blues sur un instrument, mais ils ne chantent pas le blues. Et ça, c'est la source du blues. Ils sont des paroles. Ça vient d'un esprit, un esprit bien trouvé quand on chante. Peut-être parce qu'ils vivent plus aussi les mêmes choses qu'ils vivaient avant. Ils peuvent plus l'exprimer, ce... Exactement. Il y a une expérience il se manque.
une expérience historique qui commence avec l'esclavage. Et même avant, en Afrique. Parce que la musique jazz, si tu veux, est bien influencée par des gammes de la culture qui vient de l'Afrique de l'Ouest et partout en Afrique. Donc cette musique retient beaucoup des aspects historiques qui viennent en esclave, à partir de l'esclavage jusqu'au... Commencer par le banjo. Qu'est-ce qui vous a fait venir au saxophone pour justement, parce qu'on est écouté par des jeunes générations justement, donc il y a des jeunes ici, il y a un conservatoire, donc qu'est-ce qui vous a fait venir au saxophone? J'ai pas commencé le saxo, j'ai commencé le banjo quand j'avais 7 ans avec mon père. D'accord. Et on a déménagé de Floride jusqu'à Philadelphie. J'ai commencé à prendre plus de leçons au piano à 10 ans, à 12 ans le clarinette, et à 15 ans j'ai pris des leçons saxo. Donc j'ai commencé le saxophone à 15 ans. Et j'ai pas pris beaucoup de leçons sur le saxo. En principe, j'ai fait des études sur le clarinette, qui est très proche en technique. D'accord. Et donc, si on peut jouer le clarinette, on peut en principe jouer le saxophone. J'avais la chance de faire des études avec un homme qui était un ami de John Coltrane. Il était un saxophoniste à Philadelphie, Tony Mitchell. Ah, Tony Mitchell, d'accord. Oui. Et donc j'ai commencé vers 15 ans Et vous avez pu arrêter? Non, mais en fait, le piano était très important pour moi. Comme j'ai évolué au saxo, le piano a bien formé des accords, des choses. Comment vous vous sentez sur scène? J'ai eu l'occasion quand même de vous voir en live. Comment vous vous sentez sur scène? Quel état d'esprit vous avez? Vous êtes dans une bulle? Vous êtes sur un nuage? Comment vous vous sentez réellement? Vous êtes transcendé? Oh, la musique, pour moi, vient du blues et des négros spirituels. Et donc, si on garde cet esprit, on est toujours dans une ambiance qui porte un feeling, on espère, un feeling qui touche tout le monde. Vous sentez ça sur scène, le feeling entre vous et le public? Est-ce que ça, vous arrivez à le... Oui, mais le feeling, ça vient d'ailleurs, de mon expérience, de souffrance de mes peuples, l'histoire d'esclavage que j'ai jamais oublié et qui est toujours avec moi. C'est notre époque, mais je suis né dans un temps très dur pour des Noirs aux États-Unis, et même on peut voir que c'est pas évident aujourd'hui. Les polices ils ont tué dans les derniers 3 mois 30 gens noirs. Donc toute cette souffrance, cette histoire est toujours dans mon cœur. Oui, on vous sent marqué là-dessus. Est-ce que vous tenez au courant? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde en ce moment avec plein de gens qui fuient leur pays, qui vont en Italie, en France, en Allemagne? Est-ce que pour vous, ça, c'est quelque chose qui vous interpelle aussi, ce qui se passe en ce moment, tous ces gens qui essayent d'avoir un idéal, de partir dans un autre pays pour s'en sortir? Oui, mais je crois que
c'est à cause des choses politiques et il y a derrière cette crise en fait avarice, capitalisme et des guerres tout à fait nécessaires. Pourquoi l'Amérique est en Syrie? De libérer des Syriens? Pourquoi des Russes sont là? Tout le monde est là pour leurs motifs personnels. Et c'est le peuple qui est au milieu de quelque chose artificiel, inspiré par, comme j'ai dit, avarice. En principe, des grands pays de l'Occident qui a fait une crise dans le Moyen-Orient et maintenant ils ne connaissent pas comment arrêter la crise. Ils sont là pour le pétrole, pour les matériels, parce que ces pays sont riches en des produits minéraux et comme ça, et donc richesse. Crois-moi, ils ne sont pas là pour écarter la démocratie. Ils parlent de démocratie, mais c'est un mensonge. Parce que c'est facile de résoudre des problèmes en Syrie. Simplement pour des gens dans l'Occident et Russes de partir pour cette, et commencer de distribuer des richesses du monde, à partager avec ces peuples. Par exemple, il y a maintenant Daesh qui détruit beaucoup de sites historiques. En fait, il donne plus l'argent pour des sites historiques qu'il donne au peuple qui habite juste dans ces régions. Il donne des millions de dollars, des milliards pour des sites historiques et des gens juste à côté dans les maisons, ils sont affamés, ils n'ont pas assez mangé. Là, je trouve quelque chose hypocritique. Oui, parce que on parle de la gloire, de l'histoire, mais des peuples même souffrent. C'est exact. C'est vrai qu'on s'écarte un petit peu de la musique, mais c'était intéressant justement par rapport à votre vécu, à travers beaucoup d'époques que vous avez traversées. Vous avez un œil comme ça de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Alors aux États-Unis maintenant, vous profitez également quand vous rentrez chez vous de pouvoir peut-être aller jouer dans certains clubs, retrouver des amis, non? Je joue presque jamais là-bas. En fait. À cause de moi je crois ça à cause de je suis très controversiel. Mes idées politiques, mon discours d'histoire de mes peuples, le fait que j'utilise pas le mot jazz, tout est contre moi et je travaille pas beaucoup aux États-Unis, mais curieusement, ironiquement, récemment j'ai reçu un award assez prestigieux, on dit Jazz Master, qui est donné par le National Endowment for the Arts, Endowment pour des arts national, et il y a Pharoah Sanders, Gary Burton et moi-même qui ai reçu cette année. Et ça vient avec un prix, quelques argent. Et j'étais vraiment étonné parce que j'ai jamais anticipé qu'il aurait me choisir pour un prix. Excusez-moi, est-ce que c'est difficile justement, là il y a sûrement des jeunes aussi qui écouteront, des jeunes générations, est-ce que c'est, pour leur dire, est-ce que c'est difficile de garder ses convictions pendant très longtemps, tout au long de sa vie, essayer de garder vraiment toujours les mêmes convictions, est-ce que c'est difficile?
Des convictions, des expériences qui viennent dans sa vie, Sur votre discours politique, vous avez des convictions. Et c'est vrai, il y a d'autres personnes aux États-Unis surtout qui ne veulent pas l'entendre. Est-ce que c'est difficile de dire ben, j'arrête de jouer aux États-Unis, mais je garde mon esprit politique, je garde mon discours politique et je ne parle pas de jazz, je parle de musique afro-américaine. Est-ce que c'est difficile ça? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens de la même opinion, même des Noirs. Les musiciens les artistes sont pas très politiques, n'importe quel genre. Le plus politique, l'artiste, le moins de l'argent il va gagner. D'accord. Oui. Vous, ce qui est important dans votre musique, ce que vous dites, ce que moi j'entends, c'est que vous avez envie d'exprimer la souffrance noire, aux États-Unis surtout, la souffrance que vous avez vécue, et ça se ressent dans votre musique. Donc, vous êtes un artiste qui amène quelque chose de politique, forcément. C'est comme ça que vous vous exprimez. Oui, avec ma musique, j'exprime ma croyance. Mais qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas évident parce que il y a un système politique, socio-économique, et il y a des gens qui sont menacés par des choses que je dis. Comment vous vous sentez en France? Comment vous voyez la France? Est-ce que vous connaissiez justement la région de l'Alsace? Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir un petit peu? Oh oui, j'étais ici plusieurs fois. La première fois j'étais ici en France, c'était 1963. Et donc, à partir de ce temps, à partir de 67, j'ai voyagé presque partout ici en France et joué dans plusieurs... Mulhouse. Vous connaissiez déjà Mulhouse, ouais. Je connais pas Mulhouse, mais j'étais ici peut-être 2-3 fois avant. J'ai fait des concerts ici, à partir de peut-être 1975. D'accord. Vous avez voyagé partout dans le monde. Pas partout, par exemple, Australie, j'étais jamais là. Et Chine, la Chine, j'étais jamais là. Mais j'étais au Japon, Hong Kong, partout en Europe. Est-ce que vous êtes allé en Afrique? Et en Afrique, Côte d'Ivoire, en principe, on dit le Maghreb, Algérie, c'était la première fois que j'étais ici en Afrique pour la fête panafricaine 1969. Vous avez retrouvé un peu les racines de la musique que vous faites en Afrique? Ah oui, en fait, c'est de là que la musique évoluait, des gammes pentatoniques, appels et réponses, des polyrythmiques, polymétriques, des éléments tout à fait indispensables pour la musique, on appelle jazz. Alors, demain, vous faites un concert à Mulhouse. Vous vous préparez comment pour les concerts? Ça, j'aime bien. Quand je rencontre des sportifs, c'est pareil, je leur demande. C'est quoi vos petites mimiques De répéter, par exemple, parce que c'est un grand orchestre, ouais. Et souvent des gens qui nous invitent, ils n'ont pas assez de l'argent pour un jour de répétition. Oui. Donc, en principe, l'orchestre, nous avons notre répétition
le même jour, au même jour du concert, à la soundcheck. D'accord. C'est-à-dire what do you call soundcheck, juste de sonorisation. D'accord. Juste avant le concert, il y a Des balances. La balance. En principe, on fait la répétition aux balances. Nous avions une répétition il y a 3 jours, mais c'est jamais assez. C'est un orchestre qui était en principe de 25 musiciens. Et si tu penses d'un orchestre classique, par exemple, ils répètent toujours pour un concert. Mais nous, c'est le jazz. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut faire le maximum. Alors que je faisais juste une parenthèse quand je vous ai demandé, vous êtes dans quel état d'esprit quand vous savez que vous allez monter sur scène 2 minutes avant, 5 minutes avant? Est-ce que vous avez toujours ce petit degré d'adrénaline que connaissent les artistes, ce petit degré de stress? Est-ce que vous avez toujours ça? Est-ce que vous avez des petits moyens à vous de vous mettre dans votre concert, et puis vous avez des petites choses comme ça? Oui, les deux côtés. Il y a une certaine adrénaline, mais aussi une certaine espèce Concentration. Plutôt yoga. D'accord. C'est-à-dire, on est dans une espèce privée, personnelle. Ouais, vraiment oui, recentré. Concentré, c'est important. D'accord. Oui. Mais quand même, il y a un peu d'adrénaline. Alors Archie, juste pour savoir, qu'est-ce qui vous fait rire? Parce qu'aujourd'hui, on a eu l'occasion d'inviter un comédien de Mulhouse, Mohamed, qui fait du stand-up et qui fait de l'humour. Qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? De stand-up. Oui. Il y a Eddie Murphy, des jeunes, Richard Pryor, beaucoup. Entre des ans, Godfrey Cambridge, il y a beaucoup de noirs, des comiques, de stand-up. C'est une tradition qui vient d'Afrique. On appelle cracking, en anglais, cracking jokes. C'est un joke, une blague. Et des noirs parlent de crack, une blague. Cracking jokes, ça vient de... Pour nous, en esclavage, vers le temps de Noël, des patrons blancs, même eux, ils étaient entretenus par des noirs qui ont craqué des jokes le temps de Noël, Pâques, il y avait des célébrations. Et il y avait quelques noirs, toujours. Par exemple, j'étais élevé avec Bill Cosby, et nous étions en lycée ensemble. Et je me souviens que même quand il était en lycée, il était très populaire parce que juste près de déjeuner, lui et un autre mec, ils ont fait un stand-up. Dans le salle de déjeuner, ils étaient surroundés par des blancs, des noirs qui crack up. C'est le cracking jokes. Oui. Donc, c'est une tradition avec des noirs qui vient d'esclavage. Des comiques qui fait tout le monde rire. Mais on sent que ça vous tient à cœur quand même de vraiment faire voir d'où vous venez, vos origines dans ce que vous nous racontez là. Vous revenez toujours à ça, vous revenez tout le temps aux origines en disant voilà les noirs. Vous n'avez pas peur de dire les noirs. Et on a l'impression que ce terme-là, normalement, on n'a pas le droit. Par exemple, en France, c'est mal vu, on va dire, de dire les noirs. Oui. On dirait que c'est mal vu de dire ça en France, alors que vous le dites tout naturellement, normal quoi. Enfin, oui, c'est normal pour des Français de parler de la culture française. Pourquoi je peux pas parler de mon culture noire?
Et en France, c'est un mot qui choque un peu quand même quand vous vous dites voilà, les Noirs. En France, ça choque. En Floride, je parle de la même manière et toujours je l'appelle mon expérience. C'est mon expérience. Je suis noir, mon expérience est noire. Et juste moi, ce qui m'interpelle, parce que quand j'étais à New York, Parce que après tout ce temps-là, peut-être c'est un peu international, mais... Et je sais que moi, quand j'étais à New York, j'étais très heureux de découvrir cette ville magnifique et puis tout ce peuple américain différent. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir que Barack Obama avait été élu président des États-Unis, quand vous avez vu que Barack Obama était le premier président noir américain aux États-Unis? Qu'est-ce que ça vous a fait? J'étais pas très enthousiastique. En fait, j'ai préféré un homme noir à un homme blanc. Parce que ils sont des blancs qui ont créé le problème dans le monde. Ils sont les blancs il faut résoudre ces problèmes. Et regarde, Obama, maintenant, il est accusé de toutes les choses terribles dans le monde. Même par des Américaines, surtout des républicaines, droite. Chaque chose il fait tort. Il ne peut pas faire quelque chose qu'ils acceptent, qu'ils supportent. Et pour cette raison, j'ai pensé ça aurait été mieux d'avoir un homme blanc pour président plutôt qu'un homme noir. Même, j'ai voté pour Obama, mais pas avec beaucoup d'enthousiasme. D'accord. Ouais. Alors Chichip, merci beaucoup de nous avoir reçus. On vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Quel petit message vous auriez aux gens, voilà, aux Français, aux gens qui vous aiment aussi? Quel genre de petit message vous devriez leur apporter avec les temps durs qu'il y a en ce moment dans tous les pays? Quelle petite lumière ils pourraient avoir dans l'esprit? Keep swinging. Continue de swinguer. Merci Archie.